On est la seule licorne qui est dirigée par des femmes. Ouais. Et il me dit, Fanny, j'ai un doute, j'ai une grosse commande, là, plus de 5 000 à 6 000 euros, je crois, sur Vestiaire, qui va à Los Angeles avec quelqu'un qui a un nom bizarre, Kim Card. Je regarde, c'est pas possible. C'est une blague, on n'est pas le 1er avril. Le prix et la facilité d'accès font les beaux jours, malheureusement, de cette industrie-là, la fast et l'ultra fast fashion. Un t-shirt à 3 euros, ça n'existe pas. Entre la matière, la production, le transport, etc. Il y a forcément quelqu'un qui paye le prix que toi, tu payes pas en tant que consommateur. Il faut éduquer les gens à acheter mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur Maker. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'univers de la mode et plus particulièrement dans l'univers de la seconde main. On va avoir la chance de rencontrer Fanny Moisan. Fanny, c'est la cofondatrice et présidente de Vestiaire Collectif. Vestiaire Collectif, c'est une très grosse compagnie française. En fait, c'est l'une des rares licornes françaises, donc une entreprise qui est évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Honnêtement, Fanny, c'est une personne très inspirante. Elle parle beaucoup de la mode, elle est ambassadrice pour justement lutter contre le fast fashion. Il y a plein de choses très intéressantes qu'on va discuter avec elle dans ce podcast. On a remarqué aussi qu'on avait eu beaucoup de retours positifs sur les derniers épisodes et sur découvrir des univers ensemble. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Maker ou nous retrouver sur les différentes plateformes d'écoute bien évidemment, comme par exemple Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Merci encore pour votre soutien, ça nous aide vraiment beaucoup et je vous dis un très bon épisode avec Fanny Moisan. Fanny, bonjour, bienvenue sur Maker. C'est un plaisir de te recevoir à Montréal. Tu es en vacances ici. Tu reviens d'une semaine à New York, c'est ça? Salut Jérémy, merci de me recevoir. Ouais, je suis moitié en vacances, moitié au boulot et je suis à Montréal parce que mes filles sont à McGill. Ah oui, c'est la rentrée, elles viennent d'arriver. Tu les accompagnes. C'est la deuxième, hein, c'est ça qui. C'est les 2 filles qui sont à McGill. Donc j'ai une première année, une deuxième année. Ouais. Et j'en profite pour faire des sauts de puce et aller bosser à New York quand je suis à Montréal. Toi, tu habites à Londres, c'est ça? J'habite à Londres, ouais. Et tu fais des voyages un peu partout. Est-ce que tu vas en Asie aussi pour la compagnie ou c'est principalement en Europe? J'y ai vécu 5 ans en Asie. Donc voilà, là je me concentre beaucoup sur l'Europe et les US. Un peu moins l'Asie en ce moment. Je comprends. Donc juste pour te remettre un petit peu en contexte, pour expliquer un petit peu qui tu es la cofondatrice de Vestiaire Collectif, qui est une des rares licornes françaises. Donc on le répète, une licorne française, c'est une compagnie qui est évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Donc il n'y en a pas tant que ça, je pense qu'il y en a une trentaine en France Ça, seulement, ouais, 25 je pense. 25-30, c'est ça. Et corrige-moi si je me trompe, mais vous étiez 6 fondateurs donc, au départ. Aujourd'hui, vous êtes plus que 2 cofondatrices qui sont encore présentes dans la compagnie. Je pense que vous êtes la seule licorne où c'est seulement 2 femmes qui ont créé ça. Est-ce qu'il y en a d'autres à ta connaissance ou vous êtes les seuls? Non, il me semble qu'on est la seule licorne qui est dirigée par des femmes. Ouais. Et c'est une fierté dans un univers entrepreneurial très masculin que d'avoir des filles qui soient à la tête d'une boîte aussi grosse aujourd'hui et une boîte française. Donc non, c'est une vraie fierté. Est-ce que ça, au début, c'était prévu ou non, pas forcément, parce qu'il y avait dans les 6 fondateurs, il y avait des garçons aussi, ça vous Ouais, il y y avait 4 garçons qui sont partis respectivement à des moments différents et pour des raisons différentes. Et il se trouve que Sophie et moi sommes les plus résistantes. Et au bout de 16 ans, on est toujours là, toujours très dans l'action et passionnés par la mission de Vestiaire. Alors, on va revenir sur la mission. Si tu pouvais nous décrire donc Vestiaire, juste pour expliquer un petit peu aux auditeurs, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, bien évidemment. Vestiaire, c'est donc un site internet qui permet justement de revendre des vêtements déjà utilisés, donc de la seconde main. Principalement, ça va être des vêtements de grandes marques pour pouvoir les acheter et interagir avec, par exemple, des gens en France, ça peut être des gens dans d'autres pays. Tu peux acheter peu importe l'endroit sur Terre et te le faire livrer. C'est quoi la mission de Vestiaire? C'était quoi à la base? Pourquoi tu as créé ça? La mission de Vestiaire, si je te fais la phrase, c'est Vestiaire est là et existe pour transformer l'industrie de la mode en utilisant sa communauté pour la rendre encore plus, pour rendre cette industrie encore plus durable. Donc la communauté, elle achète et elle vend sur Vestiaire. C'est une communauté de passionnés de mode. Et si je reviens 16 ans en arrière, en fait, on s'est rendu compte avec mes associés cofondateurs que cette industrie de la mode avait un vrai problème parce qu'elle avait généré 2 éléments, de la surproduction et de la surconsommation. Je te le donne en mille, les responsables de ce problème, c'est la fast fashion, parce que avant qu'ils existent, il n'y avait pas ces sujets-là. Or, ils ont complètement disrupté l'industrie en amenant des prix très bas et des énormes volumes avec beaucoup de nouveautés. Donc, ils ont littéralement drogué les consommateurs à consommer de plus en plus, à vouloir toujours la dernière
pièce et la dernière tendance. Et ça a généré quoi? Ça a généré beaucoup de gâchis dans le placard de absolument tous les utilisateurs et tous les consommateurs. Et nous, notre postulat de départ, c'était ça, c'était de se dire, en fait, il y a un énorme gâchis dans le placard de tous les consommateurs. Comment on va pouvoir rendre cette mode plus durable? Parce qu'à la fin, c'est pas OK, que d'avoir des placards qui débordent et de toujours entendre la même rengaine: «J'ai rien à me mettre et je vais racheter, une énième robe» et cetera. Et donc on a voulu réintroduire de la durabilité et essayer d'éduquer notre communauté à acheter moins, mais acheter mieux. Et est-ce que tu dis au début, c'est un besoin que tu avais senti aussi parce que toi, tu le ressentais personnellement dans la mode ou? Parce que moi, j'ai pas été éduquée comme ça. J'ai été éduquée à consommer, de façon consciencieuse, de tout, hein, à travers, toutes les industries, aussi bien alimentaires que ce que je me mettais sur le dos et à toujours rechercher la qualité, et justement la durabilité. Et en fait, j'ai été face à ma génération qui, au lieu d'acheter, moi, si tu veux, je voyais ma maman qui achetait, quand elle voulait s'acheter un manteau, pour l'hiver, elle passait déjà du temps à rechercher qu'est-ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait exactement, à essayer, à juger, tu vois, la qualité de la pièce et une fois qu'elle avait fait son achat, à la faire durer dans le temps. Donc à en prendre soin, à la protéger, à bien la «stocker» entre guillemets l'été pardon. Tout un tas de choses qui faisaient du sens. Là où ma génération, les filles s'achetaient 1, 2, 3 manteaux par hiver et l'hiver d'après on recommence. Et du coup ça m'a pas mal choquée à titre personnel et j'ai aussi fait le parallèle avec plein de choses, avec le fait qu'on commençait à devenir en tant que consommateur un peu plus, consciencieux dans le fait qu'on triait nos poubelles, dans le fait qu'on commençait à économiser de l'énergie et cetera. Il y avait plein d'endroits dans nos vies de tous les jours où on faisait des efforts, sauf que dans la mode, on faisait n'importe quoi et là, c'était pas OK. Plus l'émergence, des réseaux sociaux où il fallait, entre guillemets, «toujours paraître» avec, un outfit, différent, sur chaque photo. Donc ce qui enchaîne qui contribue d'autant plus à ce phénomène-là et en même temps, tu avais l'émergence de la sharing economy. Donc les Uber commençaient, à émerger, les Airbnb. Donc les gens commençaient à comprendre qu'il y avait une autre façon de consommer et que tu étais pas obligé d'acheter une voiture pour faire, un transport XY. Tu pas obligé de louer un appart ou quoi que ce soit, enfin ou d'aller à l'hôtel. Donc il y avait, des modes alternatifs de consommation. Donc tout ça a fait que, Vestiaire est arrivé sur ce constat-là qu'il fallait transformer cette industrie profondément. Puis toi, quand tu es arrivé là-dessus et que tu as commencé à vouloir développer l'idée, c'est parce qu'il y avait rien aussi, non? Dans le domaine de la Ah, il y avait mode? rien. Il y avait 2 choses. Il y avait les boutiques physiques, donc les dépôts-ventes de quartier, qui sont là depuis toujours. Comme les friperies un peu? Ouais, comme les friperies ou bien des choses un peu plus, haut de gamme. À Paris, il y en avait, mais c'était un peu, entre guillemets, «poussiéreux», au sens où, l'expérience n'était pas toujours très clean, ça demandait beaucoup de temps d'aller chercher et puis c'est très local. Si tu en as pas dans ton quartier, tu fais pas Tu peux pas y aller, ouais. rarement l'effort d'y aller et le 2e chose qui existait, c'était eBay. À l'époque, il y avait eBay qui est donc un généraliste, cross, produits et eBay, ils avaient un gros problème de confiance, parce que déjà à l'époque, il y a 16 ou 20 ans, tu achetais une pièce, tu savais jamais ce que tu allais recevoir, et Puis il tu avais était pas de vérification, tu avais pas voilà, il était d'authentification, assez fréquent que tu reçoives un truc qui soit pas du tout ce que tu ou une commandé. toute petite pièce alors que c'était une Voilà, maquette, tu vois? Tu reçois le porte-clés quand tu as acheté le sac. Bref, et donc en fait, ce qu'on a fait, il est clair qu'on n'a pas inventé l'industrie de la seconde main, ça c'est sûr. Par contre, on l'a, disruptée en amenant 2 choses. La confiance, donc eBay, ce que je te disais, il y avait pas de confiance entre les acheteurs et les vendeurs. On a créé des steps de confiance en mettant une étape en place, dans le processus de Vestiaire qui est la partie qualité et authentification. Donc où 100 des produits qui passent entre nos mains, sur le site, vont être vérifiés en termes de qualité, d'authenticité et cetera et donc ça, c'était pour assurer à l'acheteur, tout comme au vendeur, que c'était, une expérience, seamless. Je suis désolée, je vais te faire un peu de franglais. Une expérience qualitative où tu es sûr que tu vas recevoir le produit que tu as commandé, qu'il y a pas de faux, il est dans l'état, qui est décrit sur la fiche produit et cetera. Donc ça, c'est vraiment on a remis de la confiance là où dans le modèle, à l'époque, e-commerce seconde main, ça n'existait pas et le second élément qu'on a apporté, c'est l'inspiration. Parce qu'encore une fois, eBay, pour ne pas les citer, il y avait à boire et à manger.
C'était compliqué de trouver une pièce cool, il fallait que tu passes des heures à scroller et cetera. Donc C'était nous, pas classé, il y avait pas tout ça, ouais. voilà, et puis bon, surtout accessoirement, c'est un modèle horizontal, hein, donc il y a tout. Nous, on a créé vraiment un vertical que sur la mode, mode, haut de gamme et luxe, et on a fait de la curation, très tôt. Donc le processus de vestiaire, en fait, quand tu veux vendre, sur la plateforme, tu es chez toi, je recommande à tout le monde de télécharger l'app, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu prends ta pièce, on va dire ton pull à vendre, tu décris, la marque, l'état, la taille, la matière. Donc ça prend, 1 minute, tu prends quelques photos et tu, détermines ton prix. On te guide bien évidemment, on te dit: «Bah, tu vois, ce pull, on l'a vendu à X, autant de Prix fois». moyen à peu près, OK. Donc on te guide dans l'élaboration de ton prix, et ensuite ça passe, donc quand tu envoies ta fiche produit, ça passe par nos équipes qui font de la sélection, et très tôt chez Vestiaire, enfin au tout début, on a été très, 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 très strict dans cette sélection-là. À l'époque, on refusait, quelque chose comme 40, tu vois, des C'est ce produits que tu qui, entends par curation quand tu dis ouais, ça, c'est que tu élimines en fait à tous les mauvais l'entrée produits? OK. à l'entrée, j'ai éliminé, une grosse partie des produits qui m'étaient, soumis parce que non désirables, qualité, pas assez, élevée. Bien sûr, j'ai éliminé sur photo ce qui pouvait ressembler à des produits non authentiques, mais ça, on le fait vraiment en physique. Et surtout, ce que ma communauté ne voulait pas voir, en termes encore une fois, de désirabilité de produit. Je vais pas mettre un produit, qui a 15 ans, qui est complètement, passé de mode ou qui n'a pas d'intérêt, donc voilà, j'ai construit en fait cette communauté de passionnés de mode. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, on travaille avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes, on garde de la curation, mais on l'a fait de façon plus intelligente, et on refuse pas, 40 des produits qui nous sont soumis, parce qu'on veut pas non plus frustrer nos vendeurs. Donc on a des algorithmes qui nous permettent d'afficher de plus haut ou plus bas dans le catalogue des produits plus ou moins intéressants, pour nos acheteurs. Juste pour que les gens comprennent un petit peu la taille de l'entreprise, il y a combien de produits en ligne en ce moment? Tu sais à peu près le Là, chiffre? on est à 5 millions à peu près. En permanence sur le site? Ouais, et ça ne fait qu'augmenter. Il y a tous les jours, il y a à peu près 37, les derniers chiffres là, c'est 37 000 nouveaux produits qui sont téléchargés sur la plateforme. Et qui sont validés? Ou Et qui, ouais, c'est ouais, qui sont téléchargés au OK, sens qui sont, non, pardon, qui arrivent en vente. Donc toi, tu es acheteur, tu vas voir ton catalogue de produits, bah, tous les jours, tu as, un peu moins de 40 000 articles nouveaux qui sont mis en vente par des vendeurs, dans, plus de 70 pays. c'est ça, j'allais poser la question, ouais. On 70 on pays. couvre plus de 70 pays. Alors après, la réalité côté vendeur, ça c'est vraiment côté acheteur. Côté vendeur, on a bien évidemment des pays d'offres et des pays de demande. La France, l'Italie, par exemple, sont des très, très gros pays où il y a beaucoup, beaucoup de vendeurs et beaucoup de produits qui arrivent. L'Angleterre aussi, les États-Unis, enfin bon bref, il y a des zones géographiques qui sont plus propices, mais très Forcément, ouais. logiquement, c'est les pays où il y a un accès déjà, où les marques, Ils sont sont là, nées, hein. sont là, donc France, Italie, et où il y a beaucoup de consommateurs et cetera. L'Asie aussi, il y a beaucoup de consommateurs de luxe, donc beaucoup de vendeurs. Et les acheteurs, tu dirais, c'est quoi? Principalement, c'est quelle population qui achète le plus? On est alors, géographiquement parlant, on fait à peu près un peu moins de 70 du business en Europe. Les États-Unis, c'est 25, et le reste, c'est le reste du monde, incluant l'Asie. Ah ouais, c'est pas tant que ça, au final, l'Asie. L'Asie, bah, c'est un vrai investissement. Moi, j'y ai passé 5 ans, j'ai bien développé le business. Maintenant, la réalité, c'est que, voilà, on a une empreinte physique. Aujourd'hui, on se consacre sur les US parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait courir trop de lièvres en même temps, et voilà, aujourd'hui, la priorité, c'est les US. C'est le plus gros marché, c'est le premier marché de vestiaire, et l'Asie continue à bien vivre sans qu'on y mette un effort, considérable. On va revenir un peu sur les compétiteurs, juste pour comprendre un peu, par exemple, pour quelqu'un qui connaît pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui connaissent Vestiaire, honnêtement, il y a plus besoin de le présenter. Mais imaginons pour quelqu'un qui ne connaît pas, si tu dois faire une comparaison, par exemple, avec une petite, application comme Vinted en Europe qui est quand même populaire, c'est principalement quoi? C'est la qualité de ce qui se vend, c'est aussi le prix moyen, je suppose que c'est plus faible sur Vinted, il y a quand même un gros écart, non? J'aime bien que tu dises petite application parce qu'ils sont quand même très, très gros. Non, mais tu compris Mais ce que je ouais, veux dire. ouais, Vinted, c'est, à la base, c'est une marketplace qui est dédiée, à la mode, et pas que d'ailleurs, ils se sont horizontalisés aussi, mais qui a un panier moyen, pour donner une idée, je crois aux alentours de 15-20 € maintenant. Donc c'est vraiment des petits Petit produits, montant, ouais.
petit montant. Voilà, ils se sont un petit peu diversifiés sur le luxe, récemment, mais c'est pas des spécialistes. Donc là où nous, on est des spécialistes du moyen et du haut de gamme, eux, c'est vraiment, le niveau en dessous et c'est, beaucoup de pièces enfants, par exemple et c'est en fait les pièces, entre guillemets «basiques», pas forcément brandées, des petits prix en fait, qui se revendent. C'est un autre marché en fait, vous n'êtes pas sur le même truc. Il y a forcément un overlap parce qu'aujourd'hui, je Pas le connais choix. pas, très honnêtement, une personne qui s'habille, en Dior, de la tête aux pieds. Donc tu as forcément dans ta garde-robe, des belles pièces, mais des pièces aussi plus modestes. Donc il y a forcément un overlap. Maintenant, nous, on est vraiment les spécialistes et ce qu'on a construit notamment sur la partie authentification de notre savoir-faire, il est absolument unique et en 16 ans, je connais pas une boîte, au monde, qui vraiment et sans prétention nous arrive à la cheville, sur ce niveau-là. On va parler du modèle d'affaires un petit peu, si tu veux bien. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 3 grandes façons de travailler dans Vestiaire. La première qui représente la majorité de ton chiffre d'affaires, ça va être du C2C, donc du consommateur au consommateur. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Si par exemple demain matin, moi je veux vendre un produit, je vais le vendre directement avec quelqu'un, qui peut être, à l'autre bout de la planète via Vestiaire. Le produit, vous le détenez pas vous, Ouais, c'est le vendeur qui le détient chez lui et derrière, il y a le principe d'authentification ou pas, dépendamment des montants, c'est ça, en c'est fonction ça. du prix du produit? Donc, on est toujours entre 2 particuliers. C'est ça qui est important. Il y a très peu de business ou de B2B sur Vestiaire. 80 du business, c'est ce que tu dis, c'est du C2C. Donc toi, tu es, vendeur, indépendant, tu vas mettre, ton pull sur Vestiaire. Hem Et moi, à l'autre bout du monde, je vais pouvoir l'acheter, ce pull. Donc là, il y a une commission côté vendeur et une commission côté acheteur et l'acheteur, en fonction du prix du produit, donc si je me situe en dessous de 1 000 €, je vais pouvoir te dire: «Jérémy, je entre guillemets, je te fais confiance» ou j'estime pas nécessaire de faire passer ton pull par les services de qualité de vestiaire, donc envoie-le-moi directement chez moi. Donc là, j'économise une partie du service de vestiaire parce que je l'utilise pas. Par contre, au-dessus de 1 000 €, systématiquement, on fait passer, tous les produits par nos experts parce que, voilà, parce que c'est déjà, une somme, très conséquente et qu'on C'est estime que c'est obligatoire. notre, voilà, notre raison Devoir, ouais, d'être, de s'assurer qu'il y a pas de fraude et qu'il y a pas de problématique sur Vestia. et ça, est-ce que l'authentification que tu fais, donc mettons par exemple au-dessus de 1 000 €, est-ce que c'est toujours le même prix? Ou est-ce que par exemple, si tu vends une pièce à 50 000 €, je dis n'importe Non, quoi, non, c'est un forfait, c'est le même prix. C'est 15 €, ouais, 15 €, ouais, que tu vendes quelque chose à 1 000 ou à 10 000, ouais, c'est toujours 15 €. ouais. Donc c'est très raisonnable quand même. Ouais, ouais, c'est Et ça, très c'est l'acheteur qui paye. ça, c'est l'acheteur qui paye, ouais. Et il se passe quoi si, par exemple, vous dites: «Bah non, c'est pas bon, c'est pas authentifié». Est-ce que vous remboursez les 15 € ou non, c'est l'acheteur qui a quand même Ah payé, bien sûr, on rembourse, immédiatement si jamais on identifie une problématique de contrefaçon. On rembourse immédiatement, bien évidemment, l'intégralité de ce que l'acheteur a payé. et là, vous bloquez le vendeur ou comment ça marche? Et là, on a des règles, on va bloquer, on met un warning sur le profil du vendeur à partir de la première vente, de contrefaçon et dès la deuxième, son compte est supprimé parce qu'on estime que et on a vu plein de cas où en fait, le vendeur était de bonne foi Ils savaient pas? et avait un produit malheureusement dans sa garde-robe qui était pas authentique. Les contrefaçons, elles sont des fois très bien faites et puis même un vendeur, il peut être de bonne intention. Peut-être qu'il s'est fait arnaquer lui aussi, dans le Ex passé, puis il pense revendre le exactement. truc et là, donc lui, il a tout perdu là dans l'histoire, il a perdu. Et si tu veux une anecdote, ouais, ouais, je me souviens, tout début de vestiaire, on vend un très beau sac, assez cher, et là, il passe entre nos mains, on l'authentifie C'était à peu comme près combien, tu te rappelles? c'était à peu près 8 000 €, Quand même, ouais. et là, on l'authentifie et en fait, il était pas bon, tout simplement. Il semblait très clean sur photo, d'où l'importance vraiment de faire l'authentification physique, parce que la photo, ça suffira jamais. Et là, on a dû appeler, la vendeuse et à l'époque, on était tout petits, donc c'est nous qui faisions tout et on a eu une fille qui était, en pleurs, qui comprenait pas, c'est une Française, qui comprenait pas, qui me disait: «Mais je l'ai acheté à une fille, à une riche américaine sur la 5e avenue, elle m'a payé le shipping, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi». Donc elle m'explique toute l'histoire de son achat à elle et en fait, elle s'était fait, ouvertement arnaquer et elle avait porté ce sac pendant des années sans avoir conscience qu'elle s'était fait, avoir et qu'elle portait un sac faux, en fait. Et la qualité était quand même proche de la réalité, c'est ça? Comment vous avez su que c'était Pour quelqu'un de non, comment on dit en français? initié? De non initié, ça pouvait passer puisqu'elle elle a Elle vécu l'a avec elle ce a eu, sac. ouais.
Par contre, dès que tu le mets dans les mains d'un expert, c'est en quelques secondes, c'est évident que c'est un faux. D'où, encore une fois, l'importance de ce savoir-faire qui vraiment, même moi, au bout de 16 ans, quand je vais dans mes entrepôts et que je vois mes équipes travailler, je suis toujours bluffée parce que j'en apprends, à chaque visite, sur, des marques, des produits et cetera. C'est un vrai savoir-faire très, 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 pointu. Tu as combien de personnes à peu près, si tu sais, dans les entrepôts qui font des vérifications comme ça? J'ai 150 personnes à peu près à travers les on a un entrepôt donc en France pour l'Europe, en Angleterre, j'ai New York et j'ai Hong Kong. Londres, je t'ai cité, non? En Angleterre, ouais. Ouais, je t'ai dit Londres, ouais. Enfin, le sud de Londres donc voilà et à travers tout ça, on a à peu près 150 personnes, qui vérifient la qualité, et physiquement et sur l'étape, préalable de digital, donc de curation. Où j'ai quand même, même si c'est sur photo, j'ai quand même des experts qui vérifient, ce qu'ils peuvent vérifier sur photo, à savoir, à quoi le produit ressemble et est-ce qu'il y a un risque de contrefaçon et auquel cas ils vont aller un peu plus loin et essayer de comprendre. Parce qu'il y a tellement de produits, en fait, c'est des fois, il y a des trucs qui arrivent que tu savais même pas que ça existait, non? Tu es obligé de vérifier, est-ce que ça a déjà bien été produit? Est-ce que Bien sûr, ouais. Parmi les critères, ouais, l'expertise physique, elles te disent la première chose, c'est de vérifier, c'est est-ce que ce produit existe bien évidemment dans la maison, dans la couleur, dans la taille et cetera et cetera. Donc tu peux avoir un produit qui a été commercialisé, mais bizarrement, tu retrouves une couleur, tu as entre les mains une couleur qui n'a jamais été faite par la marque ou bien une taille qui est un peu bizarre. Donc, il y a toujours des exceptions dans les maisons et il y a toujours des produits un peu spécifiques ou un peu exclusifs. Donc c'est quand même très, très, très compliqué d'atteindre une expertise sur, je ne vais pas te dire de bêtises, je crois qu'on a 12 000 marques aujourd'hui sur le site. Donc, ah, c'est énorme. apprendre à avoir cette expertise-là. Donc, on a des gens en interne qui sont plus spécialistes sur les sacs par catégorie, sur les sacs, d'autres sur les montres, d'autres sur les bijoux, parce que c'est pas non plus la même expertise de vérifier si un diamant est bien un diamant ou si une montre n'a pas été bidouillée en interne, etc. Donc il y a vraiment des experts par typologie de produit. Et est-ce que tu as vraiment une limite en termes d'ancienneté? Est-ce que tu as des produits, par exemple, qui ont genre 50 ans, 60 Oh. ans? C'est quoi le plus vieux que tu as vu? Enfin, je sais pas si Euh, c'est difficile à savoir cette question Non, peut-être? je pourrais pas te répondre, mais c'est vrai qu'on a des sacs, enfin nous, la catégorie vintage est une catégorie qui grossit, énormément, parce que déjà les passionnés de mode, ils vont d'abord rechercher ça, ils vont rechercher une histoire, une patine, un produit qui a vécu et qui est rare, mais aussi parce que c'est un super plan, financièrement parlant. Quand tu as, je te donne un exemple, quand tu as Dior, il y a quelques années, qui a relancé le saddle bag, qui est un sac en forme de selle. En fait, tu avais le même, sur Vestiaire, ou très sensiblement le même à un prix défiant toute concurrence. Tu vois? Peut-être à 20 du prix du neuf ou 30 du prix du neuf parce que, le produit avait décoté dans le temps, parce qu'il n'était plus aussi désirable jusqu'au moment où la maison l'a recommercialisé. C'est Donc cyclique en plus, souvent bien ça sûr, revient bien donc sûr, bien sûr. Moi, un des premiers produits que j'ai vendu, c'était ce sac-là. Je crois que je l'avais vendu, bon, c'était le mini, certes, mais je crois que je l'avais vendu 50 €, tu vois? Au tout début de Vestiaire. waouh! Et maintenant, les filles se l'arrachent à beaucoup plus. Donc, Donc ouais, ça évolue avec le temps, mais donc tu peux aussi, acheter quelque chose, attendre 5 ans, 10 ans, c'est plus à la mode, puis ça revient à la mode et là tu as ton objet. Est-ce que tu as des gens, tu penses, qui ont certaines collections qui attendent des moments spéciaux pour que ça redevienne un peu hype? ouais, les vrais, il y a des gens qui fonctionnent à l'investissement, donc qui se disent, «Je mets mon argent sur cette pièce-là» et c'est un peu comme en finance ou en immobilier et cetera et qui parient dans le temps sur un article. Je me souviens, j'avais une copine au tout début de Vestiaire qui est, tradeuse dans une banque d'affaires. Elle a acheté un très beau sac Hermès, alors c'est une fille, une Parisienne très classique. Elle l'a acheté, je me souviens quand je l'ai vue passer, rose fuchsia et là je lui dis: «Non mais, Pourquoi t'as acheté ça? Lucie, c'est pas du tout toi. Qu'est-ce que c'est que cet achat? Il est très beau mais, tu vas jamais le porter» et elle m'a répondu: «Bah non Fanny, bien sûr que je vais jamais le porter. Il va directement dans un coffre et je sais que cette couleur, à l'époque, qui était très exclusive ou très rare, elle va prendre beaucoup de valeur et dans, X années, je vais pouvoir le revendre à plus, X pour cent». Donc elle tradait, Et elle l'a fait vraiment? et je crois qu'elle l'a fait vraiment. Ouais, ouais, j'ai pas j'ai pas gardé, tout le track record. Tu l'as vendu le sac Fuchsia? Mais tu as raison, il faudrait que je lui demande, ouais. Ah, ça serait une belle anecdote. Donc pour revenir, donc juste, donc tu as consommateur à consommateur, en dessous de 1 000 €, donc tu peux envoyer directement, sans vérification.
Est-ce que c'est déjà arrivé que la personne reçoive et soit vraiment pas contente en disant: «En fait, c'était pas comme sur les photos, qu'est-ce qui se passe là?» À ce moment-là, c'est vous remboursez vous remboursez l'acheteur, il y a une protection? Normalement, tu as pas choisi le service, donc maintenant, comme on est sur Vestiaire et qu'on est vraiment un site de confiance, on a un service client qui est disponible si jamais il y a un problème sur ce qu'on appelle le direct shipping, donc l'envoi du vendeur à l'acheteur, et le service client est là, bien évidemment, pour écouter si jamais il y a eu un abus quelconque de la part du vendeur, on va solutionner la problématique. C'est ce que vous vendez le plus ou tu dirais vous vendez plus au-dessus de 1 000 euros? Alors, on fait, et c'est là que je veux aussi, ça m'intéresse de débunker une sensation que les gens ont souvent sur Vestiaire en se disant: De toute façon, c'est du luxe, c'est trop cher, c'est pas pour moi». On fait 25%, si je dis pas de bêtises, à peu près, des commandes en dessous de 100 euros. Alors 100 euros, ça reste un budget, Ça hein, reste une somme, ouais, bien sûr. c'est pas le mais en fait, tu as des pièces de luxe, très, très, très accessibles aujourd'hui et qui sont absolument dingues. Donc il y a, entre guillemets, «à boire et à manger», il y a de tout, à tous les prix, et tu peux faire des affaires. Moi, il y a pas si longtemps que ça, je portais bon là, il fait trop chaud, mais je portais un top, Balmain, que j'ai trouvé sur Vestiaire, neuf, jamais porté. Il m'a coûté 80 euros. Et j'ai, par jour, 4 filles qui viennent me demander: «Fanny, c'est quoi ton top?» Et quand je leur dis le prix, la marque et l'état dans lequel je l'ai acheté, elles sont ébahies, quoi. En fait, il y a des vraies belles affaires à faire. Ça, c'est aussi le rôle peut-être du marketing de communiquer que Ouais, c'est pas que, des bien pièces sûr. parce que là, on a parlé des sacs à 8 000 euros. C'est vrai que la plupart des gens, ils peuvent pas se le permettre. Non, non, bien sûr, et en fait, Vestiaire, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on s'adresse à une catégorie d'acheteurs et de vendeurs très, très large. Donc moi, j'ai 2 adolescentes à la maison de 18 et 19. Elles trouvent des toutes petites pièces, vraiment pas chères, très sympas, de jolies marques, et même avec ce budget-là, elles pourraient pas consommer des pièces neuves, aussi qualitatives, en 1re main. Donc il y a vraiment, énormément de choix pour tous les prix et tous les types de consommateurs. Puis juste par curiosité, c'est quoi le truc le plus cher que tu as vu passer? Est-ce que c'était un sac? Est-ce que c'était, une montre? C'était quoi? C'était un sac Hermès, Himalaya, donc en cuir, rare. Je crois qu'il était à 180 000 euros. Et là, tu as fait une authentification à 15 $, 15 Et là, euros. j'ai fait une notification. Et là, je peux te dire qu'à ce prix-là, Tu vérifies 2 fois, non? c'est ma patronne de l'authentification. Donc déjà, sur des pièces exceptionnelles, on met plusieurs experts. Et je me souviens, il était passé par les bureaux à Paris, ce sac, et le cérémonial pour, ne serait-ce que pour sortir de la boîte, un sac pareil, qui est quand même Exceptionnel, hein. exceptionnel. C'était fou. Il y avait, bien évidemment, il travaille avec des blouses, des gants blancs, le masque, et cetera, et tu sortais, c'est un bijou, ce sac. Tu livres ça comment, hein? C'est en personne? Il y a quelqu'un qui arrive avec un valet avec des gants qui livre Là, il y ça avait devant des chez toi, tu je crois, celui-là, je me souviens plus, mais je crois que pour des livraisons exceptionnelles, il y a des moyens exceptionnels. Donc il y a des et vous c l'avez c vendu? ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Tu sais C'est pas qui c'est qui l'a acheté? c'est parti en Allemagne, de mémoire. OK. Voilà, mais il y a des histoires absolument folles, ouais, sur Vestiaire. Il y a des C'est les ce que vous vendez le plus, c'est tu dirais, c'est le plus demandé, c'est les sacs? Non, alors, selon comment tu t'exprimes, si tu es en volume ou en valeur, on est très, très fort sur le clothing, donc le vêtement, Prêt-à-porter? prêt-à-porter, OK. parce que la réalité d'une femme ou d'un homme, c'est que en volume, tu as plus de pièces de vêtements que de D'accessoires, sacs. ouais. Donc en volume, c'est les vêtements, chaussures, très fort, hem, sacs et accessoires, ensuite, mais en valeur, c'est l'inverse, puisqu'un sac, en moyenne, ça coûte plus cher qu'un vêtement. Évidemment. Et au niveau du prix, donc tu disais, vous recommandez un prix moyen à peu près en fonction de la photo, de l'état, parce que c'est le vendeur qui va mettre comment il l'estime en fonction de la qualité du produit, s'il a été beaucoup utilisé. Est-ce que vous vendez quand même des trucs vraiment abîmés ou c'est quand même, il faut que ce soit en bon état, quoi? On a un état qui s'appelle correct, C'est le plus bas. c'est le plus bas, OK. et avec toute une grille d'explications pour dire, voilà, un état correct, c'est, ça, des marques comme ci, comme ça, comme ça, et c'est intéressant parce que il y a des produits qui sont, aujourd'hui recherchés en état correct, et encore une fois, si on reparle des sacs, de certains sacs de luxe, il y a eu une tendance, qui pas si longtemps que ça, dans les médias, où en fait les filles recherchaient des sacs, abîmés.
au sens c'était cool de porter Du vintage, un un peu. Kelly, un peu trash, tu vois? Un peu abîmé, avec des coutures qui ont souffert, avec, des traces d'usure et Est-ce qu'ils cetera. partaient plus cher que les Non, états non, non, neufs? du coup, bah, ils sont quand même beaucoup, beaucoup moins chers que les états, plus qualitatifs. C'est quoi les différents niveaux? S'il y en a pas Tu beaucoup? as, jamais porté avec étiquette, très bon état et correct, je crois. Donc jamais porté avec étiquette, c'est qu'en fait, est-ce que c'est aussi tu as la facture, tu as la preuve du truc? En tout cas, tu as l'étiquette qui est, collée, enfin qui est attachée à ton vêtement et ça, c'est typiquement, l'erreur d'achat, quoi. J'ai acheté un truc, je l'ai pas enfin, il me va pas ou il me plaît OK. plus ou et je l'ai, Parce que généralement, le premier truc que tu fais, c'est tu coupes l'étiquette, quoi. C'est juste qu'ils l'ont essayé à la maison, ils ont dit: «Ah, on s'est trompé» ou voilà, ou OK, je l'ai pas porté et j'ai passé le délai de retour et puis, il a dormi chez moi ils dans un traînent, OK, ouais. placard, ou c'est un cadeau qu'on t'a offert, tu pas osé Que tu pas. tu pas osé le donc il y a plein, plein, plein Non, de cas de c'est figure, vrai, ouais. et voilà, il y a des trucs, Donc après Noël, tu peux aller voir sur Vestiaire ce que tu ah as ça, c'est un vrai bon plan, ce c'est que tu vrai, pas aimé. c'est revendez vos cadeaux de Noël. Ça, c'est depuis 15 ans, c'est la même histoire, on a un afflux de produits, C'est plus 35 000 par jour, c'est 50 000 par jour, 100 000 par jour après Noël. où là, tous les maris ou les boyfriends qui font des cadeaux pas cool, C'est enfin pas ça. cool, en tout Ah, cas c'est pas bon, je vais aller vérifier si elle a mis sur, Vestiaire juste après. OK. Juste pour revenir, donc on a parlé du C2C, donc consommateur à consommateur. Tu as, aussi le service de conciergerie. ouais. Ça, j'ai juste pour expliquer, c'est un service de garde-robe, en fait, c'est des personnes juste qui ont beaucoup d'habits, c'est ça? Et qui veulent le Ouais, stocker là, chez ça toi? s'adresse à une catégorie de personnes qui ont envie d'un service supplémentaire, qui se disent, «Moi, j'ai plein de pièces à vendre, ou même j'en ai peu, mais très, très belles pièces et j'ai pas envie de faire l'effort d'aller sur, l'app et cetera», même si ça prend que quelques C'est quand minutes. même assez simple. Hem Et donc là, c'est, concierge, gants blancs, ils nous appellent, «Passe chez moi, j'ai des pièces à vendre» et là, on a une équipe de key account managers qui se déplacent, qui vont chez la personne, qui récupèrent, les pièces. Donc là, c'est une sélection plus étroite. On peut pas se permettre de tout prendre. Et on fait le job pour le vendeur. C'est-à-dire qu'on va, pricer, décrire l'article, le photographier, le stocker jusqu'à la vente. Et ça, vous les gardez, mais si ça se vend pas, vous les gardez combien de temps, par exemple? Il y a pas de dans nos conditions, c'est 1 an, la réalité, c'est que ça se vend, relativement, enfin très, très vite. OK. Donc on vend plus de la moitié de nos volumes, en moins d'1 mois. Mais Donc parce que vous choisissez aussi les pièces, vous savez que vous allez les vendre. Vous prenez pas n'importe quoi bien sûr, dans OK, bien sûr, bien c'est sûr, bien ça. sûr. Puis ça, c'est qui ces personnes-là? C'est des très grandes fortunes? C'est des gens qui ont accumulé des grosses garde-robes? C'est des filles, et des garçons, hein, parce qu'on fait aussi de l'homme, bah, qui adorent les belles pièces. Très souvent, c'est des gens qui sont dans l'industrie de la mode ou des industries, périphériques, les médias, le show business et cetera. Parce qu'ils ont beaucoup de tenues et qu'ils Ils ont mettent pas beaucoup toutes, ouais. Voilà, ils ont beaucoup de tenues, pour des apparitions, pour des films, des spectacles ou quoi que ce soit, et qu'à un certain moment, il faut bien, faire tourner un peu ces choses-là et puis que à la fin, la réalité, c'est qu'on a tous des appartements enfin, qui sont pas non plus, toujours extensibles et voilà et donc on a beaucoup, beaucoup de personnalités, publiques, qui vendent, de façon anonyme sur Vestiaire et moi, un de mes jeux favoris, c'est d'aller, regarder en fait, quand je trouve une pièce intéressante sur Vestiaire, quand je scrolle, l'application, première chose que je fais, c'est que je clique sur le profil du vendeur et je vais regarder le vendeur, en fait, et ce qu'il a d'autre dans sa garde-robe. Parce que c'est comme ça que je fais des découvertes et que je m'inspire et en fait, très souvent, je me dis: «Mais en fait, qui c'est derrière?» Et tu peux pas savoir? Alors, non, publiquement, je peux pas savoir, du tout sur l'application. Maintenant, quand on connaît bien la mode et un peu les people et cetera, on se dit: «Ah, ce profil, il me semble que j'ai vu toute cette garde-robe-là, dans tel et tel magazine» et ça parle, en fait, quand tu connais un peu, Est-ce que tu as des personnes un peu influentes ou des influenceurs comme ça qui en parlent ouvertement, qui soutiennent Vestiaire? ouais, ouais, une de mes plus belles, histoires et mémoires, c'était, il y a déjà longtemps. Un jour, on était assez petits et tu sais, on avait quelqu'un en interne qui scrollait la fraude chez nous. Donc, tu as un site de e-commerce, tu peux toujours te faire frauder. Donc, il y avait un service de fraude et à l'époque, mon cofondateur,
gérer ce service-là. La fille qui bossait pour lui est en vacances, donc lui, il récupère le sujet et il fait la vérification. C'était très manuel. Et un matin, on arrive en meeting de co-founder et il me dit, on n'avait pas encore ouvert les US ou c'était avant 2014 et il me dit, «Fanny, j'ai un doute, j'ai une grosse, grosse commande là, plus de 5 000 à 6 000 € je crois sur Vestiaire, qui va à Los Angeles avec quelqu'un qui a un nom bizarre, Kim Card». Je regarde, je dis: «C'est pas possible. C'est une blague? On n'est pas le 1er avril?» Et j'ai dit: «Mais tu connais pas, Kim Kard?» «Ah non, je connais pas, désolée, c'était pas du tout son truc». Et en fait, c'est comme ça, bref, qu'on a trouvé et qu'on a identifié que Kim était une grosse cliente sur Vestiaire. Et s'en est suivi, plein d'anecdotes avec elle, très cool où, du jour au lendemain, elle poste sur son blog à l'époque, ou sur Twitter. Je me souviens un matin, on se réveille, le site avait explosé, Kim avait tweeté, «J'adore Vestiaire, c'est là où je trouve toutes mes pièces de designer un peu cool» et cetera. Et 100 organique, on n'a jamais, T'as jamais parlé avec Kim Kardashian? Tu as pas si, après je lui ai parlé, je l'ai Ah, tu lui as parlé vue quand et même? cetera. On s'est rencontrés, elle a été, absolument géniale, Parce qu'elle, elle doit avoir une garde-robe plutôt, ouais, conséquente, hein? pas qu'elle, Et sa maman, ses sœurs. est-ce qu'elles vendent aussi sur Vestiaire? Ouais, ouais, elles ont vendu beaucoup, elles ont acheté et voilà, on a une relation assez privilégiée, mais et c'est des rencontres comme ça qui sont et j'en ai plein, de gens, très connus qui utilisent la plateforme et qui adorent et voilà et C'est donc la on meilleure reconnaissance en plus parce que c'est organique, tu pas fait de partenariat, elles en parlent ouvertement. bah, ouais, ouais, Et puis c'est c'est vrai que pour des vrais passionnés de la mode, c'est probablement la meilleure plateforme, bien sûr, bien actuellement sûr, bien là. sûr, bien sûr et notre force, c'est que surtout quand on s'adresse à une clientèle américaine, en fait, ils nous disent: «Vous avez, de loin, le meilleur, catalogue», au sens où, on a un catalogue qui est originairement, européen. Et c'est vrai on a des pièces absolument sublimes qu'on a du mal à retrouver, que ces clientes-là ont du mal à retrouver sur le territoire américain. Parce que, pièces rares, beaucoup plus de volume, tu vois? Et donc, là-dedans, il y a des choses, absolument incroyables que tu retrouves pas forcément aux US. Donc on est reconnu pour ça, pour avoir le meilleur catalogue, le plus inspirant et avec le plus de pépites, quoi. Je pense que c'est le mot, ouais, pépite. Je pense que c'est vraiment aller chercher la C'est petite ça. pépite. Tu as parlé des hommes rapidement parce que c'est vrai que je pense que toutes les personnes, quand j'ai dit que tu venais sur le podcast, la plupart, des amis hommes n'ont pas vraiment réagi. Toutes les copines ont réagi en disant: «Mais c'est pas possible, tu vas interviewer Fanny, c'est trop cool». Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vendre pour les hommes dessus? Alors, c'est sans commune mesure, c'est pas du tout le même, les mêmes ratios que la femme. Maintenant, c'est un segment qui est, en forte croissance depuis plusieurs années et on voit que, la jeune génération adore ça, est déjà, très rompue à la seconde main. Donc on a de plus en plus, d'acheteurs et de vendeurs et là, de façon un peu officielle, on lance, vraiment et on commence à faire des efforts sur cette catégorie-là, à partir du mois d'octobre. Mi ou fin octobre, vous allez voir, de plus en plus de nouveautés, de plus en plus de marketing, d'éditorial, sur la catégorie homme. Donc ça va être presque un deuxième lancement parce qu'encore une fois, il a été là depuis le début et il y a des pièces, ouais, très, très sympas, à acheter, à 3 fois rien. Est-ce que tu dirais que, les hommes prennent mieux soin ou moins bien soin de leurs vêtements que les femmes en général? Je sais pas encore, Ça, c'est nouveau, c'est ça, tu vas mais voir, c'est assez nouveau, si tu as ouais. que des états corrects, tu sais C'est que assez nouveau, et je pense on a pas mal de pièces, mais il faudrait que je vérifie mes chiffres, qui sont jamais portées aussi chez les hommes. Donc des achats un peu, d'erreurs d'achat et cetera et puis, voilà, une envie de consommer la mode, qui n'existait pas forcément dans la génération précédente. puis c'est vrai que honnêtement, je pense peut-être pour les filles, mais j'ai l'impression que on va arriver sur le fast fashion, mais tout ce qui est, les grands magasins que tout le monde veut utiliser, les Zara et cetera, j'ai l'impression que tout le monde s'habille un peu pareil, surtout chez les garçons, là, c'est quand même très, très tout le temps la même chose. Tu as l'impression que d'une personne à l'autre, tu peux savoir directement que tu as la même chemise et Tu tout. habillé pareil, ouais. Là, c'est vrai que si tu as cet effort de peut-être vouloir te différencier, ça peut être une plateforme qui serait absolument, Ouais, incroyable. il y a 4 drivers, qui poussent à la consommation de second hand. Le premier, je te le donne en mille, c'est le prix. 80 des gens à qui tu demandes, ils te disent: «Je vais, vers la seconde main pour, avoir des good deals», donc des prix, moins chers.
Heu, la deuxième raison, c'est, l'unicité, ce que tu viens de dire. Donc le fait que tu vas choper des pièces uniques et que tu vas pas ressembler, et Tout le être, monde. au même mariage avec la même robe que 4 filles, à côté de toi. C'est un peu l'angoisse, ouais. Donc voilà. L'autre élément, c'est en anglais, c'est the thrill of the hunt, parce que tu es dans une expérience qui est beaucoup plus émotionnelle, finalement, que de rentrer chez Zara ou d'aller sur un site e-commerce, classique. Quand Thrill of the hunt, c'est juste là, tu es à la recherche de la pépite, tu essaies Voilà, de la trouver perle l'exclu rare, la tu perle vois? rare, C'est ouais, ça, exact, c'est que OK. tu viens et tu sais jamais ce sur quoi tu vas tomber. Tu vas tomber sur un super good deal, et ou, tu vois, une pièce que tu as vue il y a 2 ans et que tu t'es dit: «Mince, j'ai pas du tout l'argent ou j'ai pas les moyens de m'offrir je sais pas, ce portefeuille, cette paire de chaussures ou cette montre», et puis d'un seul coup, tu vas tomber dessus et tu vas la trouver, à moins 50 du prix. Est-ce que tu as des gens qui tu comme des trackers ou dès que des fois des produits qui doivent être vendus Ah bah, instantanément, c'est non? quelques ouais, ouais, il y a des pièces qui se vendent en quelques secondes. Tu as pas le temps de les mettre en ligne, elles sont parties. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que Est-ce qu'il y a un moyen de traquer, de mettre des préférences sur le site ou de dire: «OK, je cherche ça, 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 il y a envoyez-moi une alerte dès qu'il y a quelque ouais, ouais, chose comme ouais, il y ça»? a il y a un système d'alerte, où tu peux aller assez finement, rechercher une pièce, et à chaque fois que la pièce arrive en ligne, tu as la notif, donc tu sais Tu peux exactement, t'abonner à Kim Kardashian et quand elle vend, il y a tout le monde qui saute dessus là? Ça, c'est pas encore, tu as pas le droit de mettre le si, nom mais des c'est pas elle vendeurs. est pas publique sur Elle est le pas site, publique, elle est pas donc publique. OK, je comprends. Il s'est passé quelque chose d'important en 2023. La marque a pris un tournant quand même assez drastique. Vous avez retiré presque 60 marques et surtout des énormes marques, pour pas les citer, les Zara de ce monde et cetera. Donc on va parler de la fast fashion. Comment tu peux décrire peut-être en 2 mots très simples la fast fashion? Parce que c'est un mot anglais, c'est difficilement traduisible en français. Tu le décrirais comment? c'est toutes les marques qui, privilégient le volume, et le bas prix à tout le reste. Donc en gros, ils produisent des volumes, énormes avec des qualités moindres. Ils, font beaucoup de promotions au sens discount, du terme, beaucoup de nouveautés. Au-delà du volume global, c'est des nouveautés toutes les semaines. Souviens-toi, au début, quand Zara est arrivé, c'était révolutionnaire que, de pouvoir rentrer dans un magasin, toutes les semaines et d'avoir toutes les semaines finalement un merchandising et des pièces, complètement nouvelles. Aujourd'hui sur, Shein, qui est l'ultra fast fashion, si je dis pas de bêtises, on est à plus de, je crois 20 000 pièces jour, neuves, 100 neuves qui sont abreuvées, dans le système. Donc là, on est sur, du vol de propriété intellectuelle parce qu'eux, ils vont copier-coller, les petits, créateurs, s'inspirer. Tu même pas le temps de vérifier, il y en a tellement tous les jours en fait. Au Il y en a final, tu laisses aller, tu vas pas attaquer tous les jours, non, et puis voilà, et accessoirement, ils font même plus de création parce que c'est que de l'intelligence artificielle qui va absorber, du contenu de mode, sur absolument tout le web, et qui va identifier des pièces à copier, puis des tendances et ils disent: «OK, ça marche, on va et pousser voilà, et ça ça». pousse et ça pousse et ça pousse. Donc voilà, et tout ça, ça génère, un vrai problème environnemental et social, et c'est l'essence de vestiaire. Tu vois, quand on s'est lancé il y a 15 ans, on s'est dit, «Nous, on veut remettre de la conscience dans notre façon de consommer la mode. On veut, de la qualité plutôt que de la quantité», et on est, des fervents amoureux de la qualité et du craftsmanship, tu vois? Du savoir-faire des Fabrication, ouais, maisons, de exact. la fabrication et de la partie créative de la mode, parce que c'est une industrie qui doit être célébrée pour sa créativité et son savoir-faire. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est cette génération de marques a créé qu'une seule chose, c'est de la mode jetable, et c'est, complètement antinomique avec le concept et de mode que tu dois chérir et entretenir et conserver et passer d'un utilisateur à un autre. Puis ça perd toute valeur en fait. Tu achètes, tu Ah t'en bah, il y a fous, tu le jettes, clairement plus de valeur. C'est, une pièce sur, 3 qui est jetée au bout de même pas un an, à la poubelle. Parce que, bah, tu achètes une pièce, tu la laves 2 fois, elle a rétréci de taille. elle est plus portable, elle a plus aucun intérêt, parce que, elle est mal conçue, parce que tu es déjà sur l'achat d'après, parce qu'ils t'ont abreuvé d'emails et de promotions, et cetera. Donc on est dans un cercle complètement, infernal de surconsommation, et nous, on veut absolument se battre, contre ça parce que ça fait pas de sens, et si tu veux, donc il y a eu, effectivement ce ban des marques de fast fashion, mais
Avant ça, on a fait beaucoup, beaucoup de travail en interne chez Vestiaire parce qu'on est né, de ce constat et on est une vraie marque et une vraie, boîte, d'activistes, et donc on a une équipe qui travaille sur l'impact chez nous, où on a d'abord, avant de faire quoi que ce soit en externe, d'abord été très, très, très exigeant sur nous, notre façon de travailler, notre impact à nous chez Vestiaire, calculer, notre bilan carbone, comprendre exactement tous nos métriques, être certifié B Corp, qui est, la certification la plus exigeante aujourd'hui dans le domaine de l'ESG, où c'est un questionnaire absolument dingue, il faut répondre et cetera. Juste un truc, l'ESG, c'est environnement, social, gouvernance, c'est Ouais. ça? C'est donc tout ce qui est empreinte écologique, mais c'est aussi, les méthodes de travail, peut-être les conditions humaines et cetera, c'est Bien ça? sûr, ça recouvre, ouais, l'environnement et toute la partie, sociale et directionnelle et donc encore une fois, on a fait beaucoup de travail en interne, on a étudié notre bilan carbone. Il se trouve que, on économise 3 fois plus d'impact, que ce qu'on en produit. Donc nous, notre impact carbone, c'est, d'envoyer un produit puisqu'on ne produit pas, on n'est pas producteur, c'est d'envoyer un et c la plus grosse partie, c'est d'envoyer un produit, d'un point A à un point B. Et même ça, on essaye de le réduire, de faire du local to local pour avoir une empreinte, carbone la plus faible possible. Mais ce qui est bien avec Vestiaire, c'est qu'on économise, entre guillemets, si je veux simplifier, de l'impact parce que on évite, quand tu achètes un produit de second hand sur Vestiaire, on évite, des achats de première main, d'accord? Et on sait qu'entre la première main et un achat sur Vestiaire Collectif, c'est 90 d'impact économisé. Donc tu achètes le même sac, dans une boutique en neuf et tu achètes, un sac sur Vestiaire, il y a 90 d'empreinte, totale, impact, en moins. Waouh! Donc ce qui fait que, on est, net encore une fois, je vulgarise, mais net carbone positive, heu et c'est un modèle qui est ultra vertueux. Donc plus nous on grossit et plus on fait du bien à toute l'industrie et plus on économise, on fait économiser de l'industrie, du carbone à cette industrie. Hem et tout ça pour dire que, voilà, on a beaucoup travaillé en amont et on a pris cette décision très forte que de dire: «Bon, maintenant, ça suffit». On a peu, mais on a quand même des pièces qui nous sont revendues par notre communauté, de ces marques-là et comment on fait, en fait, pour éduquer, notre communauté à arrêter complètement, cette façon de consommer? Et donc c'est pas en leur permettant de revendre éternellement leurs pièces, parce que sinon le cercle Il s'arrête jamais, ouais. s'arrête jamais. C'est à un certain moment en disant stop, en mettant un caillou, presque un pavé dans la mare, de façon à ce qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, de ce que c'est vraiment, parce que quand tu rentres, chez H&M, tu as pas conscience de ce qui se passe derrière. Et donc nous, on a fait tout un travail de fond, de comprendre les impacts de cette industrie-là, d'aller, de travailler en étroite collaboration avec une ONG qui est basée au Ghana, qui s'appelle The OR Foundation, où on est parti. Moi, j'ai pris, une certaines personnes de mon équipe, on est parti sur le terrain au Ghana et là, on a vu vraiment les désastres de la fast fashion. C'est-à-dire que tout ce qui est jeté, aujourd'hui, par nous, les consommateurs, on va dire du Global North, ça arrive où? Ça arrive, sur les plages du Ghana. Alors attends, quand tu dis que c'est jeté, c'est parce que là, tu dis quand quelqu'un achète, par exemple, quelque chose chez Zara ou H&M ou peu importe, il y a une chance sur 3 que ça soit Ouais, jeté, mais ça, s'il le jette à la poubelle, ça rentre dans ça va alors c'est rarement recyclé. C'est-à-dire que très souvent, le bon réflexe, ce serait idéalement de le mettre dans une benne, de recyclage de ou le donner, textile. ou tu peux aussi le donner si tu ne le portes pas. Ouais, la réalité, c'est qu'il y en a peu, il y a peu de dons et puis même si tu le donnes, tu reproduis la même chose. C'est-à-dire que la personne à qui tu vas le donner va le porter 2 OK. fois et cetera. Ça peut arriver dans des thrift shops, j'arrive plus, Thrift shop. thrift shop, Les friperies, les des friperies. friperies, Ouais. mais là, c'est pareil. Au bout d'un moment, eux se délestent d'une partie de leur stock et ce qui se passe, c'est que, le textile qui est collecté comme ça, souvent dans les bornes qui sont dans les rues, en fait, derrière, on ne le sait pas, on pense qu'il est donné à des communautés Ou qui sont dans le recycler, besoin ouais. ou recyclé. La réalité, c'est qu'il y a, je crois, moins de 5 qui est recyclé et recyclable parce que techniquement, c'est très compliqué de recycler. Les produits ont des fibres mêlées et cetera, bref.
et on sait pas faire aujourd'hui. Et en fait, il y a un commerce derrière, qui collecte, il y a tout un business model, entre le moment où ces pièces-là sont collectées, elles partent chez des compagnies qui font du sorting, donc elles vont trier, en fait, et elles vont créer des balles, de vêtements par catégorie. En fonction de quoi? De la matière? En fonction de est-ce que c'est du Souvent moi, ce que j'ai vu au Ghana, c'est la catégorie, donc c'est tous les t-shirts avec tous les t-shirts, OK, les jeans avec les jeans, et cetera, et cetera. Et c'est des balles qui font, de mémoire, plus de 25 kilos, qui des sont res balles? des balles au sens des balles, Qui est comme un grand réceptacle, genre un ouais, c'est un énorme sac, OK, d'accord, plastique OK, en OK. gros, qui est, cerclé, tu vois? Mais ça s'appelle des balles, OK. Des balles, ouais. Et donc tout ça, c'est vendu, à des pays du sud, notamment le Ghana, moi, dans mon exemple. Et à Accra, au Ghana, tu as un marché, enfin, qui est le marché principal, qui est énorme, qui, reçoit, et là, mon cerveau est en chute libre, qui reçoit des milliers je crois que c'est plus de 15 000, balles par semaine, des volumes absolument incroyables Colossaux, ouais. et qui sont revendus pièce par pièce par des marchands locaux. Donc en fait, tu as une À la énorme population. partie de la population qui ne porte que du second hand. Mais la réalité de ce marché-là, c'est que, dans une balle, tu as entre 40 et 50 des produits qui sont jetés immédiatement parce que pas qualitatifs. Parce que des Parce qu'ils font trous, pas des le tri, ils mettent taches, tout parce là, ouais. que voilà, et la qualité, en fait, quand tu discutes avec les marchands de cette communauté-là, Du marché, ouais. te disent, en 10 ans, on a vu la qualité qui est absolument, qui s'est Dégringole, énormément ouais. dégradée, et nous, il y a pas de valeur de revente derrière. Donc Très, très ils peu, jettent tous ces trucs-là? et donc ils les jettent absolument partout dans la nature. Il y a pas d'infrastructure pour Ah mais recycler, et cetera. Donc tu as des décharges à ciel ouvert, mais le plus grave, c'est que c'est vraiment dans l'environnement. Donc tu marches, sur des plages et tu as 1 mètre, de profondeur de textile sous tes pieds. Ça part dans l'océan, c'est absolument, incroyable. Et donc tu as des communautés entières qui, subissent ce fléau, et en fait, nous, on ne oui, puis pense qu'à bien sûr, tu as jamais de consommer. reportage là-dessus, personne te montre ça, il Il y y a un en a petit peu eu quand il y en même. a eu, mais c'est pas assez, conscientisé, je pense, dans nos communautés, à nous. Donc il faut faire quoi là? Si tu veux jeter un vêtement, tu idéalement, c'est quoi la bonne approche? Tu le jettes pas. Tu en fais, si c'est du coton, tu en fais des torchons, tu fais un lit pour ton chat ou pour ton chien, tu l'utilises jusqu'au bout, Du bout, mieux que bout, tu peux, bout, ouais. bout. Tu peux upcycler, tu peux, voilà, mais dans l'idée, il faut Si consommer tu achètes de la moins. qualité, tu revends sur Vestiaire. Bah, voilà, Exact. mais vraiment quand tu portes plus, C'est terrible. il faut faire le maximum pour, utiliser ce qu'on a, et Dieu sait qu'on en a, jusqu'au bout. Et là, tu as parlé des gens qui ont acheté, qui en veulent plus, qui jettent, comme c'est-à-dire, la quasi-totalité des gens, mais tu as aussi tout ce qui est non vendu. Parce qu'ils vu qu'ils impriment, comme des malades et qu'ils font de nouvelles collections sur nouvelles collections, je suppose qu'à un moment, ils disent: «Bon, ça, c'est terminé, on a tout ça en trop». Pareil, ça part dans les fameuses balles, c'est la même histoire? Même ce qui est non vendu, par exemple, chez, Zara, H&M, tout ça? Non, je peux pas te commenter là-dessus parce que il y a beaucoup d'opacité Bien sûr, ouais. sur ça. Il y a en tout cas, il y a des choses qui ont été mis en place, notamment en France, sur l'interdiction de détruire des invendus. Ça, c'était entre guillemets, «une innovation française» parce qu'il y avait aucune loi sur le sujet, et à l'époque, il y a eu pas mal de scandales avec des marques qui brûlaient, carrément des stocks, produits neufs, et ça, aujourd'hui, c'est Parce que interdit. le stock coûte cher, en fait. Le stock coûte cher. Après, ils vont t'expliquer que, maintenant, ils ont des algorithmes, ils sont tellement fins sur la compréhension de la demande qu'ils produisent, Pile poil, ce qu'il faut. pile poil, soi-disant, ce qu'il faut pour, Ouais. voilà, pour satisfaire leurs clients. Juste un point, donc là, on a parlé beaucoup fabrication, qualité, parce que on a vu l'impact aussi, donc où ça atterrit, c'est ça qu'on s'en rend pas forcément compte, hein. C'est comme quand tu jettes quelque chose, tu vois que tu as des océans de plastique. Un point au niveau des conditions humaines, Ouais. je sais pas si tu peux vraiment en parler, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques reportages, c'est vrai qu'on en voit de temps en temps, on est initié, mais on achète quand même. Au final, on se dit, bon, c'est pas si grave et tout ça. Et ce truc des enfants, que des fois, il y a des usines qui s'effondrent, tout Ouais, ça, non, non, c'est assez grave. J'avais pris deux trois notes. C'est assez spécifique à cette industrie-là. C'est des semaines de travail pour les travailleurs,
Bangladesh ou dans des pays, comme ça peut monter jusqu'à 75 heures de travail. C'est des conditions absolument désastreuses, c'est des salaires, tu vois, de misère. Dès qu'il y a eu une «erreur» entre guillemets dans leur travail, ils ont des ponctions sur salaire, donc c'est des conditions, qui sont en dessous du, standard living, des coûts, Du niveau de base, du ouais, niveau de conditions base humaines de base. et malheureusement, c'est des gens qui, c'est sur entre autres sur ces gens-là que repose cette industrie-là parce que, voilà, il y avait eu il y a quelques années le scandale du Rana Plaza où, tu avais des milliers de travailleurs, qui travaillaient dans un bâtiment insalubre et pas du tout, safe. Et le bâtiment s'est carrément écroulé, donc il y a eu un nombre de morts considérable. Et est-ce qu'il y avait des enfants là-dedans? On ne sait pas. Je peux pas te répondre, mais en tout cas, c'était ça a contribué à faire ouvrir les yeux à une partie de l'industrie en se disant qu'on peut plus accepter, des choses comme ça. Maintenant, la réalité, c'est que ça existe toujours et que quand vous achetez une pièce, chez Chine et cetera, alors que ce soit en Chine, peu importe où c'est produit, mais à partir du moment où c'est dans des conditions de salaire comme ça et puis il faut être réaliste, un t-shirt à 3 €, ça n'existe pas. Entre la matière, la production, le transport et cetera, il y a forcément quelqu'un qui paye le prix que toi tu payes pas en tant que consommateur. Donc c'est souvent, encore une fois, la planète parce que c'est des produits, excuse-moi, de merde, c'est du polyester, c'est de la chimie. Il y a pas de Ils n'ont pas de vocation à être, recyclés derrière. C'est des conditions de travail, misérables et donc tout ça, ça n'a pas de sens et puis accessoirement, c'est des produits qui sont polluants pour pour toi. Si tu portes un t-shirt, comme ça, il y a pas mal de matières toxiques qui sont C'est pas non ça, plus ouais. bonnes pour ton corps, donc à la fin, l'équation, elle est relativement, nocive pour tout le monde. J'ai Donc entendu qu'une des causes de cancer, maintenant, ils arrivent à se rendre compte que c'est tous les polluants qu'on va avoir et principalement le textile qu'on porte tous les jours sur nous parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a non. plein de mauvaises choses dessus qui rentrent directement à travers les pores de la peau, quoi. Ouais, là, j'avais une étude de Greenpeace qui disait que sur une petite centaine de produits testés chez Chine, il y avait 15% qui contenaient des substances cancérigènes, euh, 95% qui ne respectent pas les normes européennes et donc qui mettent en danger tous les gens qui les utilisent, tu vois, et qui les portent. Donc en fait, nous, consommateurs, sous prétexte de bas prix et de, boost Rapide, de dopamine parce que, ça fait plaisir de s'acheter des trucs nouveaux et d'avoir, un colis qui arrive et de faire des hauls, sur, Instagram. «Oh regardez tout ce que je me suis acheté». Sous ce prétexte-là et ce petit moment tu de boost, t'empoisonnes, en fait, on s'empoisonne la vie, on tu détruit détruis la des planète. écosystèmes, Ouais, on c'est terrible. exploite des gens donc est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Et nous, ce qu'on propose, c'est une alternative qui est beaucoup plus durable parce que, en plus, ça coûte moins cher d'acheter de la qualité que d'acheter de la merde, encore une fois, désolée. On a fait une étude qui était le cost per wear, donc c'est le coût à l'utilisation finalement d'un produit et quand tu introduis dans cette équation la valeur de revente, en fait, tu te rends compte que acheter un produit d'occasion et de meilleure qualité à budget égal, hein, je te dis pas de dépenser, 10 fois plus, mais à budget égal, c'est 33 moins cher d'acheter de l'occasion que d'acheter, de la fast fashion et a fortiori de l'ultra fast fashion. Pourquoi? Parce que tu vas, déjà apprécier ton produit, beaucoup plus parce que tu auras un meilleur produit, en termes de Tu vas plus le mettre qualité, aussi, de marque. probablement. Tu vas beaucoup plus le mettre et puis même si un jour tu as décidé pour X ou Y raison de plus le mettre, tu as une valeur de revente, qui est, C'est pas zéro, hein. voilà, qui est nettement supérieure, parce qu'un top, H&M, ça vaut rien et donc ça finit très souvent à la poubelle. Puis c'est vrai que quand tu l'approches comme ça, je pense que n'importe qui va dire: «Oui, c'est atroce, tu détruis la planète, tu encourages des pratiques humaines horribles, derrière en plus tu t'empoisonnes potentiellement avec des trucs toxiques pour ta santé». Si tu l'amènes comme ça, il faut être complètement fou Bien sûr. pour acheter ça. Derrière, c'est quoi les vecteurs qui font? Parce que c'est la rapidité, décharge de dopamine, clairement, tu veux pas aller t'embêter, tu veux pas aller chercher, tu veux juste avoir le truc instantanément. Mais je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation et Ouais. tu brainwashé aussi par les réseaux sociaux, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu es constamment, sollicité en tant que consommateur, par, bah, un marketing qui est quand même,
très fort, il faut le reconnaître, au sens où il crée de la désirabilité. Et tu as raison sur le mot éducation et pour moi, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut éduquer les gens à acheter mieux et moi, j'ai 2 filles de 19 et 20 ans et Dieu sait que je me suis battue avec elles parce que voilà, elles ont grandi avec, comme tous les ados avec Instagram, TikTok et cetera et qu'elles étaient tentées par, d'acheter comme ça et je les ai fait j'ai passé des heures à les amener, en boutique ou à regarder des pièces, chez moi et en leur faisant toucher. Tu vois? Tu vas chez H&M et tu touches une maille. Très souvent, c'est les pulls, tu sais, l'hiver, tu touches une maille et là, tu te rends compte que C'est du plastique. c'est pas agréable, quoi. C'est du plastique, tu la touches, c'est tout, déjà tout froissé. Il y a pas de douceur. La coupe, elle est très approximative. Tu l'essayes, très souvent, tu ressembles à un sac. Et à côté de ça, tu vas toucher un cachemire et encore une fois, je dis pas un cachemire à 2 000 €, hein, c'est pas ça, en France, Monoprix fait des très beaux cachemires, par exemple et tu touches un vrai cachemire, tu touches un vrai coton, tu as une appréciation du produit, tu regardes comment ça tombe sur ton corps, tu regardes la couleur, tu regardes comment dans le temps la couleur se déteint au lavage. Enfin, c'est de l'appréciation quotidienne de la qualité, versus la quantité et donc je leur ai appris, à plusieurs, étapes de leur vie d'adolescente à finalement apprécier le moins, mais mieux. Il vaut mieux avoir un beau pantalon qui te tombe super bien et qui te met en valeur et dans lequel tu te sens bien que, 10 pièces, Ouais, dans tu lesquelles, raison. il y a aucune valeur. Mais tu as la notion quand même, on va dire, de petit effort. Même si c'est pas un gros effort, faut quand même chercher, faut trouver, ou alors, comme tu dis, il faut aller sur le site, se renseigner. Et je pense que aussi il y a cette idée peut-être pour beaucoup de gens, comme tu dis, du prix peut-être qui peut être un blocage en se disant non mais de toute façon je vais pas acheter des trucs de luxe parce que l'univers du luxe, on va y revenir juste après, mais c'est devenu inabordable. En fait, à part si t'as vraiment beaucoup d'argent, les pièces neuves de luxe, et d'ailleurs l'industrie du luxe va très mal, c'est compliqué là. Donc je pense que dans la tête des gens, tu as un raccourci rapide qui se fait aussi en se disant bon, au final, c'est pas pour moi, j'ai pas l'argent, ma seule option, c'est ça ou ça, j'y vais, puis tu fermes un peu les yeux sur comment c'est fait et l'impact sur la planète, quoi. Ouais, non, c'est sûr que le prix, et la facilité d'accès, font les beaux jours malheureusement de cette industrie-là, de la fast et de l'ultra fast fashion. Maintenant, moi, la croyance que je voudrais, voilà, essayer de combattre, c'est, que c'est plus cher. C'est pas parce qu'on dit luxe, encore une fois, je te donnais l'exemple de mon top tout à l'heure à 80 €. Il y a plein de produits très accessibles qui sont au même budget que la fast fashion. On avait fait et d'ailleurs dans l'éducation, nous chez Vestiaire, on fait beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux où on appelle ça des franchises sur ce thème-là, où on te propose 2 alternatives. Tu préfères acheter ce trench, chez, Zara, H&M ou à, 90 € ou tu préfères acheter celui-là, sur Vestiaire qui est un Burberry vintage, qui est une marque, Légendaire. historique, légendaire, qui a un produit iconique, qui a un fit, parfait, qui tient dans le temps et qui est encore plus beau même quand il est vieux et qui se revendra toujours, tu vois? Et que tu peux, donner à ta fille ou à ton fils, et donc il y a des trade-offs qui paraissent, compliqués dans la tête des gens, mais quand tu leur mets devant les yeux, tout de suite, Ils vont dire bah oui, je prends le Burberry 100 fois. personne n'est fou, quoi. Mais encore faut-il, voilà, avoir cette éducation et qu'on t'explique que tu peux avoir, mieux, au même budget, voire parfois moins cher et que le luxe n'est pas forcément égal à des sommes absolument incroyables aujourd'hui. Et là, la difficulté, c'est d'arriver à se battre face à, comme tu dis, ce marketing massif, les réseaux sociaux, tout ça, parce que ces grosses compagnies du fast fashion, ils ont un budget illimité hein, en fait en marketing. Donc c'est difficile aussi pour toi de mettre autant d'argent sur la table. Comment tu arrives à faire ce truc-là là? Est-ce que c'est du ciblé? Est-ce que c'est des gens déjà qui s'intéressent un peu, mettons, au luxe? Comment vous arrivez à trouver? Bah, on essaye, non, d'être, au début, quand on a lancé Vestiaire, on a travaillé essentiellement et on a sensibilisé essentiellement les gens de notre industrie, donc de la mode, des médias et cetera, pour aussi avoir la crédibilité et la reconnaissance de cette industrie. C'était très important pour nous. Maintenant, on s'adresse à tous les consommateurs. En ce sens-là aussi très mainstream dans notre approche de notre marketing. On était, dans Emily's in Paris la saison dernière qui était une façon pour nous, encore une fois, de démocratiser, tu vois, l'approche de la seconde main. Donc, si tu regardes,
l'épisode 1 de la saison dernière, tu as Mindy qui a une robe sympa qu'elle veut vendre pour se faire du cash. Et donc, elle vient chez Vestiaire. Donc, tout ça, c'est mis en scène, bien évidemment. Mais l'idée, c'est on mette Vestiaire et la seconde main devant le maximum d'yeux possible. Je crois que c'est 60 millions de viewers. Est-ce que vous avez vu un impact sur le site? Énorme, énorme. Du jour au lendemain, et ce qui était intéressant, c'est que donc tu t'attends à un pic de trafic qui était là, bien évidemment. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça a généré beaucoup de vendeurs. Que les filles sont venues, moi Ah, mais en fait, ils se sont dit: «On peut vendre aussi», je me suis dit: «Elles vont venir, les filles et les garçons, elles vont venir, ils vont acheter». Donc certes, il y a eu beaucoup d'acheteurs, mais ils ont dupliqué le comportement de Mindy, en l'occurrence, dans la série. Donc ils sont venus vendre les pièces qu'ils avaient dans leur garde-robe. Et ça, c'était assez magique de se rendre compte que, bah, finalement, Netflix et la culture, populaire aujourd'hui, que représente Netflix, a fait rentrer et contribue à faire rentrer la seconde main, tu t'adresses à tout le monde aussi, en plus. tout le monde. Et moi, j'ai des gamines, tout comme des hommes, des CEO de grosses boîtes qui m'ont dit: «Ah, on vous a vu dans Emily in Paris», quoi. C'est absolument dingue, ouais. Incroyable. Et bah, parce qu'en fait, au final, tu as quand même 2 axes pour développer, pour initier, pour éduquer les gens. C'est soit vraiment tu as un avantage concret pour eux, ce qui est le cas en plus, parce que quelqu'un qui va revendre, déjà peut-être qu'il ne savait pas qu'il pouvait revendre, il sait que ça va être de la qualité, l'acheteur il se sent aussi en sécurité, donc tu as ce côté-là où c'est quand même bénéfique pour eux. Parce que des fois, j'ai l'impression que juste le côté c'est mieux pour la planète ou c'est mieux pour tu sais, les conditions humaines, les gens ils l'entendent, ils veulent aller dans ce sens-là, mais si ça les impacte négativement eux, ils vont pas le faire. Tu vois ce que je veux. Pourquoi ça les impacterait négativement? Bah, parce que par exemple, des fois, c'est juste plus facile et qu'ils se disent: «De toute façon, j'ai pas d'option. Je comprends que recycler ça, c'est pas forcément bon pour la planète, mais en vrai, dans ma situation, j'ai pas l'argent pour le faire, donc bah, tant pis», par exemple. Mais là, maintenant, c'est une alternative qui est viable et qui est pas non plus réservée seulement à des gens plus riches ou quoi. Ouais, mais non, non, et encore une fois, ça s'adresse à tout le monde. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a absolument des produits à tous les prix sur Vestiaire, et que nous, ce qu'on combat, c'est pas forcément, il faut faire attention parce qu'il y a souvent un raccourci qui est fait qui dit: «C'est les classes, les plus, défavorisées qui consomment, de la fast fashion». C'est pas souvent vrai parce que quand tu es pauvre, tu as du bon sens et tu Faire des essayes friperies, tu vas essayer de trouver des solutions, tu essayes de maximiser, ce que ton argent, le peu d'argent que tu as à dépenser, et donc en général, tu fais pas ou peu de conneries, avec tes achats. C'est les gens qui ont ce qu'on identifie, c'est que c'est les gens qui ont les moyens, ou en tout cas qui sont pas dans des classes, très défavorisées, bah, qui en fait, font des achats complètement inconsidérés et qui préfèrent, le pic d'adrénaline d'acheter, 20 pièces, pour le prix de 5 ou de 10. 5, mais plus qualitatives, et en fait, il faut considérablement, moi, j'ai ma patronne de la team Impact qui me raconte toujours une très belle histoire de son papa, qui était un immigré, qui bossait dur, mais qui avait une grosse famille à nourrir, et cetera. Bref, qui avait pas, très peu d'argent, et elle disait: «Mon père, il a vécu sa vie avec la même paire de chaussures, toute sa vie, mais je peux te dire que la paire de chaussures, le jour où il les a achetées, À un prix conséquent pour l'époque, ouais. voilà, à un prix très conséquent. Je pense qu'en plus, elles étaient en second hand, et qu'il en a pris soin, incroyable, et que, tu vois, jusqu'à son dernier souffle, il était dans sa paire de chaussures. Mais pour le coup, il y avait aucune intransigeance sur la qualité parce qu'elle devait durer, tu vois? C'était le deal, et parce qu'il avait pas les moyens de s'acheter, des paires de chaussures, de faible qualité et de les changer tous les 2 ans, tu vois? Donc en fait, c'est ça le vrai rationnel, c'est, que la qualité, Mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai une paire de chaussures de costume que j'adore, que j'ai portées pendant plusieurs années. Elles étaient défoncées là et la semelle s'en va et tout et j'étais sur le point de me dire: «Bon, bah, allez, bye bye», en cuir et tout, hein, super, que j'avais payé quand même à un bon prix, au départ et au final, je me dis: «En fait, je vais aller au cordonnier», bien qui est un sûr. truc, tu te dis: «Mais c'était un autre univers le cordonnier». Pour moi, c'était, à l'époque et tout et en fait, 35 $ ou 40 Voilà, et tu as une nouvelle paire. et c'est quasi neuf et au Ouais, contraire même, c'est encore plus ouais. nostalgique parce qu'elles ont quand même ce petit vécu, Vécu, bien sûr. mais elles sont top condition et je peux continuer à les porter 2 3 ans. Mais ça, à tout le monde, vraiment, il faut avoir un bon cordonnier et un bon tailleur au sens, retoucheur, et ça, c'est Ça change la vie, indispensable. ouais. Ça change la vie. Moi, je suis comme toi, j'ai un pull l'hiver que j'adore, j'avais acheté sur Vestiaire en maille, gris, machin, qui est mon pull doudou que je porte tout le temps. Je l'ai tellement porté, il a les coudes, troués,
mais littéralement, j'avais des trous comme ça quand je bossais. C'était un peu visible et là, j'ai dit: «Non, je peux pas le». Je peux pas le jeter, Et je je peux pas. suis allée faire mettre des patchs, tu sais, en cuir là, sur les coudes et ben, j'ai un complètement nouveau pull avec un petit twist qui est ça et je le porterai encore 10 ans et je l'adore et ça m'a coûté, voilà, 20 balles et tous mes pantalons, je prends ou je perds 5 kilogrammes, je les fais allonger, étirer, machin et il te faut avoir, c'est la base. À l'époque, les femmes savaient coudre et et faire des choses. Maintenant, on sait plus rien faire. Donc il faut s'adresser à des professionnels et il faut faire vivre cette C'est clair. industrie aussi. Mais la clé, je pense, tu as raison, c'est d'acheter de base des bons produits. Parce qu'au moins, tu sais que tu peux les retravailler. Parce que quand tu achètes des chaussures, j'ai le même exemple avec une autre paire de chaussures que j'avais acheté pour beaucoup moins cher, bah, elle est morte, là, elle Ah est ouais, irrattrapable. ouais. Donc, si tu fais un petit investissement au début et que tu en prends soin, même des belles bottes, des trucs comme ça, tu peux les garder très très longtemps, quoi. Et c'est mon point de tout à l'heure, le coût à l'usage. Si tu calcules ce que te coûte Ah ta bah là, paire oui, c'est de sûr, ça chaussures descend, ça à chaque descend. fois que tu la portes, bah, ça te coûtera considérablement moins cher. Sauf que c'est moins sexy que intellectuellement, il faut faire une petite gymnastique pour se dire ça, plutôt que d'aller acheter la paire de pompes à 15 euros chez C'est Shein clair. et de la jeter derrière, quoi. On va finir le podcast, si tu veux bien, juste pour terminer un petit peu par rapport à l'univers du luxe, parce que, encore une fois, là, toi, tu es dans la seconde main, donc tu récupères des objets qui ont déjà été vendus, qui ont été portés ou non et que tu revends. L'univers du luxe, c'est un univers qui va pas bien, hein, honnêtement, c'est compliqué. Les actions de très grandes compagnies, sans les nommer, ont dégringolé depuis 2 ans. On a un exemple à Montréal ici, il y a le Royal Mount qui a été ouvert, qui est un énorme centre commercial, puis j'en avais glissé un petit mot avant. Honnêtement, c'est hallucinant. Il y a des vidéos qui tournent sur Internet où on est samedi après-midi. Normalement, c'est l'affluence du week-end. Il n'y a personne. Parce qu'en fait, bah, les gens, ils n'ont pas l'argent d'aller acheter du Hermès neuf. Ils n'ont pas l'argent pour dépenser dans des boutiques des montants absolument énormes, sachant que c'est déjà difficile de vivre avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'économie. Euh, Comment tu vois cette industrie-là un petit peu pour les prochaines années? Et puis, est-ce que ça peut être aussi un potentiel danger pour toi si demain matin, plus personne n'achète aujourd'hui et qui sait qui va revendre demain, quoi? Ouais, je pense qu'on est clairement dans une crise de cette industrie du luxe, pour plein de raisons. Parce que déjà macroéconomiquement parlant, c'est dur pour la plupart d'entre nous, que de boucler la fin du mois, payer ton loyer et cetera. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a eu, ces derniers mois ou dernières années, un manque de créativité et donc on était un peu sur une industrie qui ronronnait et qui était pas très excitante d'un point de vue, consommateur. Par rapport à quoi? Par rapport aux designers? C'est qu'il y a Ouais moins de et là, on attend impatiemment dans quelques jours, il y a la Fashion Week, parisienne, italienne et cetera. On est en pleine période de Fashion Week et c'est, l'année où il y a le plus grand mercato, jamais connu, dans cette industrie-là, à savoir les designers qui passent d'une maison à une autre et donc qui vont ça cons s'appelle comme ça s'appelle un mercato comme dans le ouais, sport? c'est C'est, on en tu parle comme ça, récupéré ouais. tel designer? Voilà et du coup, ça va complètement secouer, l'industrie et je l'espère réinjecter beaucoup hem, de créativité et de désirabilité d'un point de vue consommateur. Et le troisième point qui est critique, c'est que cette industrie n'a fait que, ces dernières années, augmenter ses prix de façon considérable. Et en fait, on se rend compte que, nous, quand on étudie les courbes de pricing, des marques de luxe et les prix de l'occasion sur vestiaire, en fait, on était déjà, beaucoup plus intéressant que le prix du neuf, il y a quelques années. Mais le prix du neuf continue d'augmenter et en fait, sur vestiaire, les prix, sont très stables, dans le temps. Ils suivent pas, il y a eu une décorrélation du prix du neuf et du prix du second-hand, ce qui rend l'industrie de la seconde main encore plus attractive. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est presque une opportunité parce que effectivement, tu l'as dit, qui est capable d'aller s'acheter un sac, le moindre sac aujourd'hui à 4 000 et plus? C'est très, très, très haut comme prix, et du coup, il y a plein de petites marques ou plus petites marques qui arrivent avec des propositions de valeur, plus intéressantes aujourd'hui. Tout ça pour dire que nous, je le vois moi de 2 façons. La première, c'est que ces marques-là, on est partenaires, donc on n'est pas, directement concurrents parce qu'en fait, ils ont des clients de première main qui sont des gens plutôt très fortunés ou très fortunés, qui eux, de toute façon, à un certain moment, vont vouloir, vendre leur garde-robe. Donc ils vont s'adresser à Vestiaire pour, mmh, «dégager» entre guillemets une partie
de leur consommation. Et nous, on a des gens qui aspirent et qui désirent tout autant ces produits-là. Donc le désir, en fait, sur ces produits, il a pas disparu. C'est juste que c'est plus difficile à atteindre, en tout cas en neuf. Donc on fait rentrer des gens dans cette industrie-là par le second hand parce que c'est significativement moins cher. Et peut-être un jour, et je l'espère pour la communauté, si elle a les moyens d'acheter des produits neufs, elle investira à ce moment-là en produits neufs. Donc, on est un moyen de recruter des clients et on est un moyen pour les clients de la première main de revendre sur Vestia. Donc, en fait, on fait, et c'est ça la vraie circularité, c'est qu'on boucle la boucle pour continuer d'entretenir et moi je supporte au sens anglais du terme vraiment, encore une fois, la créativité et le craftsmanship de ces maisons-là. Maintenant, il faut sérieusement qu'on se pose la question des prix qui Est-ce que tu sont, penses qu'ils peuvent les baisser ou c'est parce que s'ils les augmentent tant, il y a c'est des parce que marques si tu as une méga inflation, ouais, c'est il y a des marques qui ont fait, l'année dernière des efforts de prix, considérables. Je pense à Saint-Laurent, je crois que Burberry avait fait des prix aussi sur des catégories de produits qui sont descendus. Donc il y a des choses, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que cette industrie va revoir un peu sa copie, sur les prochaines années. Hem Et le deuxième point que je voulais te dire, c'est qu'on travaille aussi avec, certaines des maisons aujourd'hui pour les faire, elles aussi, rentrer dans la circularité, plus directement. Donc toujours fidèle à notre mission de transformer l'industrie, on va travailler, demain avec on travaille avec un Burberry, avec un Chloé, avec un Mytheresa, en partenariat? en partenariat direct et eux proposent à leurs, clients justement de revendre, sur Vestiaire les pièces qu'ils ne portent pas. Donc de la marque? De la marque, ouais. OK. Et en fait, certaines avec de la technologie, chez Chloé, tu vraiment, tu scannes ton QR code qui est dans ta veste, ça t'amène sur une page déjà produit de vestiaire où on t'a pré-rempli quasiment tous les champs de ton produit. Tu as plus qu'une photo à mettre et le produit est en ligne et là, tu peux, toi, en tant que vendeur, tu peux être payé de 3 façons. Tu peux être payé, en bon d'achat chez Chloé, tu peux être payé en bon d'achat chez Vestiaire ou tu peux être, décider de donner ton argent à une charité, Ah, c'est super ça. qu'on a choisie ensemble. Donc c'est des nouvelles façons de consommer et d'anticiper, la vie des produits et de se rendre compte on n'est pas lié à un produit à vie, mais qu'il y a une deuxième vie qu'on doit Mais prendre les en marques, compte. elles aiment ça aussi, non? Parce que ça leur permet de revoir du sang neuf, de Bien revoir, sûr et des gens puis qui vont redépenser. Est-ce que, par exemple, si tu as un bon d'achat chez Chloé, je sais pas, tu as vendu quelque chose, 1 000 tu as récupéré 1 000 de bon d'achat et que tu as une pièce qui vaut 2 000, est-ce que tu peux dire: «OK, j'utilise mon 1 000 de mon ancien bien sûr, vêtement bien sûr, et je rajoute un 1 000 pour bien sûr, acheter, quelque chose que j'aurais peut-être pas pu acheter, si j'avais voulu l'acheter, 100 neuf», quoi? bien sûr, bien sûr. Donc tu as effectivement une notion d'investissement et en fait, aujourd'hui, c'est drôle, il y a de plus en plus de consommateurs, de première main qui intègrent la notion de revente dans leur achat. Donc ils te disent: «Voilà, mon sac, je l'achète X, mais je sais que dans X temps, je vais pouvoir le revendre Y. Donc finalement, j'ai un coût d'usage Très faible. et voilà, très faible et je le fais tourner» parce que, il Ah, est c'est super, rare hein. aujourd'hui de garder des produits toute ta vie. Certains oui, Ton mais fameux pull. pas tous. Mon fameux pull, il est pour moi, il est à moi pour, toujours. Mais même moi qui suis dans cette industrie et qui possède pas grand-chose, bah, je me rends compte qu'au bout de quelque temps, quand, je vois une pièce qui tourne pas dans ma garde-robe au sens, que je ne porte pas, je la revends tout de Tu la suite revends, et voilà et du coup, ça fait du sens, et ça génère quelque chose de positif, et pour la marque et pour Vestiaire et pour le client donc c'est un triple, win ouais, ouais, ça rentre et en pour plein dans ta l'environnement. mission. Ouais, c'est ça. En plus, ça remplit parfaitement ce que Ouais. toutes les normes environnementales et tout ça. Juste pour finir, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vestiaire? C'est quoi un peu l'avenir? Est-ce qu'on parle peut-être quelque chose en bourse? Est-ce que la compagnie continue à grossir? C'est quoi un peu, sans donner peut-être d'informations secrètes? Peu importe le format, il y a pas d'exit aujourd'hui, ou de step, dans l'histoire de corporate de Vestiaire qui est écrite parce que tout reste encore à construire. Je pense qu'au bout de 16 ans, on a fait un gros bout de chemin, mais que moi, je regarde toujours, devant au lieu de regarder derrière et je me dis que l'ambition, c'est de devenir en fait, un peu comme l'industrie de l'automobile. Tu sais, quand tu veux acheter une voiture, en tant que consommateur, moi, c'est vraiment
tu l'as entendu, hein, c'est vraiment le consommateur qui me tient à cœur dans mon travail. C'est finalement, tu te dis toujours, le premier réflexe que tu as quand tu vas acheter une voiture, c'est de te dire: «Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture neuve ou est-ce que j'ai besoin d'une voiture d'occasion?» Et en tant que conso, tu vas faire ton trade-off et tu vas faire ton choix, en fonction de tes critères perso sur, l'utilisation que tu vas faire de ce produit-là. Et moi, je voudrais que ce soit exactement la même chose pour la mode parce que, à la fin du compte, ça reste des beaux produits qui doivent être célébrés et qui doivent durer dans le temps et on doit pouvoir mettre dans la tête de tous les consommateurs qui vont s'acheter, des pièces, cette alternative. Je dis pas que c'est 100 des cas, tu dois acheter de la seconde main, mais le plus, le mieux et on va sortir une étude, où j'inviterai tes listeners, Tes auditeurs. tes auditeurs, Tes pardon, auditeurs. à regarder, avec le Boston Consulting Group, qui explique un peu les évolutions de tendances de consommation et c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'il y a déjà, une grosse partie du placard des utilisateurs. Je crois que c'est à peu près, on est autour de mais c'est pas encore, près tous les chiffres. Je crois qu'on a un peu plus de 30 des placards des utilisateurs en moyenne qui est déjà, composé de second hand et selon quand tu regardes à la catégorie, à la géographie et cetera, tu peux monter jusqu'à des 60 et donc c'est hyper prometteur et on se rend compte que c'est devenu une façon de consommer qui est de plus en plus mainstream et moi, c'est ça mon fer de lance, c'est que pour transformer une industrie, il faut que ce soit pas Accessible à tout le juste, monde, ouais. voilà, une niche, à côté du marché principal. Il faut que ça devienne une façon de consommer, complètement, naturelle et normale et que tout le monde ait ça en tête et que ce soit le plus simple possible et le plus, cool et inspirant possible. Bah, je t'avoue qu'après avoir la conversation, je suis moins, incité à aller acheter, Eh du ben, va sur Zara, du Vestiaire, H&M, c'est ça. Maintenant, je vais aller sur Vestiaire. En plus, tu lances la la catégorie homme. catégorie homme, donc à partir de quoi? C'est quand? En octobre? Ouais, c'est, fin octobre, je crois, dernière semaine d'octobre et puis surtout, voilà, allez vous inspirer sur les réseaux. On essaye de produire du contenu un peu sympa, hein. On travaille avec des influenceurs ou des célébrités qui, elles aussi, ont pour mission de montrer l'exemple et d'inspirer les générations à faire la même chose. Donc c'est pas du bullshit, c'est vraiment, un truc, vertueux. Forcément, on est un business, on n'est pas une Oui, vous êtes là pour association, gagner de l'argent, bien sûr. mais on fait ça avec, beaucoup de valeurs, et d'activisme derrière et on veut vraiment, rendre, et le consommateur plus smart, et la planète un peu moins, polluée et célébrer cette industrie-là, quoi. Bah, je pense qu'en plus, tu te présentes un peu comme une ambassadrice au final de tout ça à travers, la compagnie parce que c'est bien beau de parler, puis on entend beaucoup des gens qui parlent pour la planète et tout ça, mais au final, il y a pas tant de gens qui prennent action et je pense que d'avoir une entreprise qui agit concrètement avec un impact réel comme tu fais, c'est probablement la meilleure chose que tu peux faire parce que tu vois vraiment la différence et tu vas expliquer aux gens, tu vas les initier, tu vas les éduquer. Puis, je pense que ceux qui ont écouté ce podcast, peut-être, s'ils sont allés jusqu'au bout, se sont dit: «Bon, bah, au final, j'ai appris des choses sur la réalité de comment ça fonctionne cette industrie-là» et peut-être changer un petit peu les manières de consommer. Et une autre anecdote et après je te laisse, c'est que quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai vécu dans plusieurs pays, mais quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai une journaliste qui a voulu faire un reportage sur, mon histoire et ma garde-robe. Et quand je l'ai accueillie donc dans ma chambre, littéralement, elle m'a dit: «Vas-y, ouvre tes placards, qu'on voit comment on fait la photo et cetera» et je lui ai ouvert mon placard et elle m'a dit: «Ah, c'est cool, montre-moi le reste». Je dis: «Bah non, le reste, c'est mon mari ou mes enfants, machin» et elle me dit: «Non, c'est pas possible, je te Tu crois pas pas». que ça, hein. Et en fait, je travaille dans cette industrie, je fais de la représentation au sens, média du terme et cetera et finalement j'ai très peu, je consomme très peu et j'ai des voilà, une pratique, qui colle à mon éthique et à ce que je prêche pour Vestiaire, et pour autant on m'a jamais dit, «Fanny, tu t'habilles mal» ou «Fanny, tu es habillée tous les jours pareil». Donc c'est possible et j'ai très peu, mais j'ai, des belles pièces qui me vont et qui me correspondent et que j'entretiens Et surtout, tu changes quand c'est et le que je fais temps. C'est ça, tourner, tu fais quand, tourner je surtout. sens que j'ai plus envie ou que j'ai besoin d'autre chose. Donc voilà et ça s'applique très facilement. Mais C'est je pas pense que du tout une difficulté que de vivre mais je comme ça, au je pense que contraire. c'est ça la clé parce que le problème quand tu as des grosses garde-robes, c'est qu'en fait, tu portes pas tout. C'est juste que tu gardes tout en Tu te portes disant: «Ah, peut-être partout. qu'un jour je le mettrai». Alors qu'en fait, peut-être comme tu dis, tu as un blocage mental, il faut accepter de dire: «Bon, je le mets jamais, je fais tourner, Ouais je revends et on fait et circuler, un quoi». autre une autre anecdote que j'ai bien aimée, c'était Obama qui disait: «Moi, le matin, il était tout le temps en, je crois, cravate bleue ou chemise bleue», enfin, il avait tout le temps un uniforme et il disait: «Mais moi, le matin, j'ai 10 000 décisions à prendre par jour. Vous croyez que le matin, je dois me réfléchir à la couleur de la cravate et de la chemise? Non!»
Et c'est pareil, tu vois, quand tu es face à une garde-robe infinie, réfléchir à Puis tu as tel truc. aussi une grosse boîte à gérer, tu n'as pas que ça à faire de Non, mais penser voilà, on aussi. a tous des vies très prenantes. Simplifiez-vous la vie. C'est clair. Less is more. Allez à l'essentiel et appréciez ce que vous avez. Voilà. Fanny, merci beaucoup, c'était génial. Merci, Merci Jérémy. d'être venu. C'est un plaisir de t'accueillir à Montréal. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Honnêtement, on a appris plein de choses. Puis c'est vrai qu'il y a un côté très positif, mais il y a aussi un côté sombre. Mais ce qui est bien au moins, c'est qu'on a des belles alternatives. Donc on va vous mettre les liens pour Vestiaire. Si jamais vous connaissez déjà, bah, peut-être ça vous conforte dans l'idée d'utiliser Vestiaire au quotidien. Si vous l'avez jamais utilisé, on vous encourage à l'utiliser. Je serai le premier à essayer la collection pour les hommes et voir comment ça se passe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez nous encourager, rappelez-vous, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Maker ou nous retrouver sur les différentes plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut.